sur Periscope? Oh là là. Et ben nous voilà. Quoi, oh là là. Non, parce qu'on essaie de te voir et donc et ça passe bien. Ouais, pourquoi pas. On est bien là. Et ben bonsoir, bonjour Jeff. Je vais te laisser dans les mains de. Alors sur ta gauche, si tu veux bouger un peu mais pas trop. Oui, c'est moi. Il y a Philippe qui va t'interviewer et Angie et David qui prendront la suite dans l'événement ce soir. Voilà. Salut. Allez. C'est la première fois que je dis ce truc, donc désolé pour les faux mouvements. Bah, nous aussi, donc. C'est sur une estrade. Oui. Avance pas trop parce qu'il y a des marches. Donc tu peux bouger à gauche et à droite, mais pas devant. Ou 20 cm. Voilà. Normalement, il voit, il y a une caméra en dessous. Comme on dit, je vais essayer d'établir eye contact. Bon, eh bien, on va commencer le Beat Show. Le Beat Show numéro 6, on va dire que c'est le 6e, hein, parce que il y en a fait beaucoup. Bonjour Jeff. Bonjour. Est-ce que déjà tu nous entends bien? Je t'entends pas super bien, mais on fera avec. On fera avec. Allez, on va faire comme ça. Distinctement, si c'est possible, merci. Merci. Je vais essayer. Alors, alors ce qu'on va faire, on va poser des questions simples. En fait, on va présenter un peu, on va discuter comme ça pendant une petite demi-heure. Après, il y aura une session de questions-réponses pour les gens qui sont dans la salle. Donc, on verra un peu comment on s'organise pour que tu entendes bien comme il faut les questions des gens. Et en gros, pendant cette demi-heure, l'idée, c'est un peu de te présenter déjà d'une part, de nous dire un peu, de nous expliquer un peu ton parcours. Et puis un peu de nous parler donc de ta société, voilà, de qu'est-ce qu'elle fait et comment ça fonctionne tout ça. Ok? Allez, go. Alors on va commencer tout simplement parce qu'il y en a peut-être qui ne connaissent pas dans la salle. Est-ce que tu peux te présenter, expliquer un peu qui tu es? Avec plaisir. Donc, je suis Jeff Clavier. Mon vrai nom, c'est Jean-François Clavier, mais c'est impossible que les Américains prononcent correctement Jean-François ici et pensent que mon nom, c'est Gene, ce qui m'énerve. Donc, en fait, Jeff, c'est mon surnom que j'ai utilisé depuis 15 ans. Ça fait 15 ans que je suis arrivé aux États-Unis. Donc, j'ai rejoint la Silicon Valley au moment du crash de 2000, juste après le crash. Pour devenir un capital risqueur, et après j'ai monté ma propre boîte. En termes de parcours, je suis né à Tours il y a 47 ans, j'ai fait la première partie de mes études là-bas. J'ai fait un passage très très court en classe prépa où le bachotage m'avait vraiment énervé, et donc je suis ensuite allé à la fac pour faire beaucoup de maths et d'informatique. J'ai fait une école d'ingénieur en informatique et je suis tombé complètement par hasard dans l'informatique de salle de marché, où on faisait du temps réel Unix. C'était en 88-89, et j'ai rejoint une toute petite start-up à Paris qui s'appelait FX, qui est devenue en fait un des leaders mondiaux du domaine. J'étais le CTO, et on a été racheté par Reuther, l'agence Reuther, en 1993. Et je suis resté pendant 7 ans chez Reuther pour gérer les équipes de développement. J'avais 250 développeurs à Paris, Londres, New York et Palo Alto. Et en 2000, après avoir fait le passage à l'euro, survivre le passage en 2000 et installer la loi des 35 heures avec mes équipes en France, en gros, ça m'a tellement dégoûté de travailler avec des Français que j'ai pris la première occasion de partir dans la vallée, ce qui était en gros de devenir capital risqueur. Je n'avais pas prévu de faire ça, c'était simplement un changement qui me semblait intéressant, et je voulais vraiment venir dans la vallée parce que c'était là où en fait je pensais que je pouvais développer la seconde partie de ma carrière. J'ai été capital risqueur pendant 4 ans, et après j'ai monté Sospect il y a 11 ans, qui est maintenant un des fonds principaux pour tout ce qui est amorçage dans la vallée. Ok, donc maintenant on va revenir un peu sur les points petit à petit, un peu comment tu es passé de CTO, donc dans la technicien de développement, à capital risqueur, quoi. Parce que là il y a quand même, c'est pas naturel, c'est pas forcément le parcours le plus naturel qui existe. Qu'est-ce qui s'est passé? Tu as assez raison, c'est-à-dire que la plupart des capitaux risqueurs ici
sont de plus en plus des entrepreneurs, mais c'est souvent les CEO, c'est rarement les CTO qui deviennent VC. Je pense que ce qui s'est passé en fait, donc j'étais pendant une douzaine d'années un opérateur dans le cadre de Reuters. J'étais devenu un des plus haut placés au niveau tech dans l'organisation et j'étais devenu un opérateur. Donc je gérais des grosses équipes, je gérais des situations, j'étais assez bon sur tout ce qui était turnaround. Mon surnom à l'époque c'était tronçonneuse, parce que quand je me pointais dans un groupe de développement qui marchait pas bien, je le mettais à bien marcher, mais il y avait souvent un petit peu de sang à droite à gauche. Et donc, ma réputation d'opérateur a fait que le fonds de capital risque de Reuters, le Reuters Greenhouse Fund, lorsqu'ils ont souhaité installer un partenaire aux États-Unis pour gérer les opérations, ils ont pensé à moi. Et donc, au moment où j'ai décidé de quitter Reuters, il se trouve, et c'était vraiment par hasard heureux, il se trouve que le partenaire en charge du fonds de Reuters était à Paris le week-end suivant, et donc un de mes amis a fait la connexion, et il m'a dit, ça fait des années qu'on essaye de voir si tu pourrais travailler avec nous, on a entendu que tu allais partir, est-ce que tu veux nous rejoindre? On a un job pour toi à Palo Alto. Et donc, c'est parce que j'étais ouvert à prendre une opportunité qui était complètement orthogonale à ce que je faisais, à ce que je savais faire, que j'ai eu l'opportunité de venir ici. Je pense que le monde de VC, en fait, est assez particulier, c'est-à-dire que tu n'as pas une carrière qui permet de devenir VC, c'est quelqu'un qui, dans un fonds de capital risque, pense que tu vas être bon dans ce job-là et qui va te coopter, qui va t'inviter. Et donc, il n'y a pas vraiment une voie royale. La voie royale dans la vallée, c'est tu fais Stanford ou Harvard, parce que 90% des gens ici ont fait Stanford ou Harvard. Mais autrement, tu as 10% de gens qui sont assez atypiques. Je suis atypique, et c'est comme ça que c'était passé. D'accord. Et donc, l'arrivée là-bas, comment ça s'est passé? C'est bien passé? Enfin, bon, comme tu disais, finalement, tu en avais un peu marre de la France et du fonctionnement français. Quand tu es arrivé là-bas, c'est comme un poisson dans l'eau ou ça a été comment? Non, j'étais pas un poisson dans l'eau, j'étais un poisson dans l'eau. C'est-à-dire que déjà, donc j'ai pris la décision d'accepter cette offre, c'était au début mai 2000. J'ai rejoint le fonds de Reuters à Londres en juin 2000 et j'ai débarqué en août 2000. Et pendant cette période de temps, donc le Nasdaq s'est effondré, la bulle Internet a explosé et en gros, je suis arrivé, c'était un véritable cauchemar en termes de situation des boîtes qui étaient en feu dans le portefeuille. Et puis objectivement, quand tu débarques, mon réseau n'était pas ici, je connaissais quelques personnes, mais ça a été un vrai déracinement. La blague que j'avais à ce moment-là, c'était que c'était bien utile d'être fils unique parce que j'ai l'habitude de pas avoir de copains ou de frangins ou de famille, mais c'était pas évident. Ça a été énormément de boulot pendant les 2 premières années pour en gros éteindre les feux dans le portefeuille. On a perdu beaucoup de boîtes. J'ai appris le système de banqueroute des États-Unis pour y passer pas mal de temps, mais ça a été en fait en accéléré une période de training très très efficace pour moi en termes de ma carrière de VC parce que j'ai appris vraiment ce qui se passe dans les boîtes quand elles se plantent dans le mur. Et donc d'un point de vue opérationnel, d'un point de vue financier, d'un point de vue décision, c'était vraiment super utile. Là, ce que j'ai pas vraiment fait pendant ces 4 premières années, c'était faire beaucoup de nouveaux investissements. Mais en tout cas, l'opérationnel du VC, je l'ai vraiment appris pendant ces 4 premières années. Et puis petit à petit, j'ai créé mon réseau pour connaître des gens. C'est là où j'ai rencontré Carole. J'ai pas passé énormément de temps avec la communauté française, mais j'ai commencé à développer des relations qui in fine, ont été super utiles pour la suite de ma carrière. Bon, parfait. Et donc, est-ce que tu penses que l'explosion de la bulle, c'était de ta faute? Non, parce que oui, pour celle-là, cette bulle-là. L'autre, hein? Ouais, parce que voilà, je me dis bon. Là, je l'ai subi. C'était pas moi, j'ai rien fait. Ok. Donc après, tu as monté ta boîte. Après ces 4 années, c'est pareil. C'est pas rien de monter sa propre société, surtout dans le VC. Comment ça s'est goupillé toute cette histoire un peu? Donc vers la fin. Il y a deux choses. Vers la fin 2003, début 2004,
mes partenaires, donc le fonds de capital risque de Reuters était basé à Londres. Il y avait 4 partenaires à Londres et j'étais le 5e, donc à Palo Alto. Et mes partenaires commençaient à être plus intéressés à faire un fonds focalisé sur l'Europe. Et ils avaient commencé à dire, en fait, ce serait peut-être pas mal que tu reviennes soit à Londres, soit à Paris. Et pour moi, c'était hors de question. Donc, c'était une première chose. La deuxième, aux alentours de 2003-2004, j'ai commencé, fin 2003, début 2004, j'ai commencé à voir des startups se pointer qui étaient en fait les toutes premières, qui étaient en gros ce qu'on appelle maintenant le Web 2.0. Donc, des boîtes qui redéfinissaient l'expérience et l'interface utilisateur des services Internet, qui était beaucoup plus rapide, beaucoup plus malléable, et qui était surtout beaucoup moins cher à développer en termes de bootstrap cost, donc les coûts de start-up, où en gros, à l'époque, le modèle, c'était tu lèves un peu d'argent, tu crées un PowerPoint et tu vas convaincre des VC de te donner entre 5 et 10 millions de dollars. Et ces entrepreneurs, eux, n'avaient besoin que de 200, 300, 400 000. Et il y avait vraiment un gap dans l'univers du funding de la vallée pour cette nouvelle classe d'opportunités qu'on appelait capital efficient. Et je me suis dit, tiens, c'est intéressant, personne ne s'occupe personne n'a une réponse à ces besoins. Ce serait une idée de faire quelque chose dans le domaine. J'ai quitté le fonds de Reuters en avril 2004 et je me suis dit, tiens, c'est pas la première fois que je prends un break parce qu'en fait, depuis le jour où je suis rentré à l'école en 1987, j'ai jamais pris un seul break parce que j'ai fait la start-up pendant l'école, après j'ai fait tout un tas de trucs qui se sont enchaînés et je me suis dit, tiens, je vais prendre l'été pour réfléchir à ce que je veux faire. Et puis, quelques jours plus tard, en fait, j'ai décidé de lancer Softech. Et donc, j'ai pris un été très court. En gros, je crois que je me suis arrêté 7 jours. Et j'ai lancé Softech, donc début mai 2004, avec pour idée de créer, pas forcément un fonds, mais en tout cas, créer une structure qui me permettrait de faire des investissements pour tester cette thèse que j'avais, qui était le Web 2.0 sera une source d'investissement intéressant, mais aussi il y a une révolution qui se passe dans le monde du VC et essayons de participer. Et donc pendant 3 ans, pour anticiper ta prochaine question, j'ai été essentiellement un business angel, donc j'ai investi mon propre argent. On avait fait un peu d'argent chez Reuters et quand on a vendu FX, mais pas énormément. Et donc ce que j'avais conclu avec mon épouse, c'était que j'allais pas travailler pendant 1 an, donc j'allais faire 1 an de business angel à temps plein et j'allais investir 250 000 $ de nos économies dans une dizaine de boîtes pour voir si ça amenait à quelque chose. Et en gros, si au bout d'1 an j'avais tout perdu et que ça marchait pas, j'irais chercher un job et si ça marchait, on verrait ce que ça marche. D'accord. Et commencer bon, avec 250 000 $. Et j'imagine, bon, c'est pas énorme, surtout si l'objectif, comme tu dis, c'était d'investir dans une dizaine de boîtes. Comment ça s'est passé ces premiers investissements? Est-ce que ça a été un peu stressant? Parce que bon, voilà, il faut globalement, c'est son argent, c'est plus pareil. Comme c'était une somme, c'est vrai que 250 000 $, c'est pas énorme, mais en 2004-2005, où tu avais des boîtes qui allaient lever, 200, 300, 400, 500 000 $ à des valorisations relativement basses, un chèque de 25 000 $ ou de 50 000 $, c'était en fait significatif pour un entrepreneur. Et puis aussi, pour être clair, on n'avait pas encore notre carte verte, et tant qu'on n'avait pas la carte verte, il y avait un risque qu'on soit viré des États-Unis avec une notice d'1 mois. Donc c'était une période qui était super stressante. Je peux dire que quand le 6 juillet 2004, j'ai reçu la carte verte, déjà il y a eu un gros poids qui s'est levé parce qu'au minimum on était capable de rester aux États-Unis, même si j'avais plus donc ce job chez Reuters. Il se trouve que j'ai eu de la chance, c'est-à-dire que à l'époque il y avait très peu de business angels qui essayaient d'investir dans cette nouvelle génération de services internet, et donc le fait que j'étais disponible et que j'avais des fonds à investir m'a permis de rentrer dans des deals auxquels théoriquement j'aurais pas eu accès. Et
il se trouve qu'un des premiers deals dans lequel j'ai investi, une boîte qui s'appelle Truveo, Truveo, qui était un search engine pour le monde qui était en train de naître de la vidéo. J'ai investi en janvier 2005, j'ai mis $25 000 et en décembre 2005, donc 11 mois plus tard, la boîte se faisait racheter pour 50 millions par AOL. Pas un énorme montant, mais j'ai fait 17 fois la mise, donc on a récupéré $375 000. Donc en une sortie, j'ai récupéré plus que le budget total que l'on avait alloué, mais surtout, j'ai pu revenir vers mon investisseur, mon épouse, pour dire tiens, finalement ça a pas mal marché. Et je pense que j'ai eu de la chance que un certain nombre de deals comme ça dans lesquels j'avais investi entre 2005 et 2007 ont fait des très belles sorties. Un, qui m'ont permis de sécuriser notre position financière et d'avoir beaucoup plus d'argent pour investir, puisque bon, on a doublé les montants qu'on a investis. Mais surtout, ça a permis de créer ce qu'on appelle le track record, donc le succès en gros de mes investissements. Et en 2006, donc au bout de 12 ans, il y a eu un article qui a été écrit par un journaliste ici dans la vallée qui a défini un groupe qu'on appelait les Super Angels. Et en gros, c'était des angels qui avaient plus de succès, qui étaient plus actifs que les autres. Et il se trouve que j'ai été nommé un des Super Angels. Et ça, c'est ce qui a en gros permis de faire monter la sauce en termes de branding, en termes d'accès. C'est-à-dire que d'un seul coup, j'ai commencé à avoir accès à de plus en plus de deals et qui m'a prouvé que, en fait, ma thèse qui était il y a un gap dans le monde du funding et une opportunité de créer une boîte, s'est renforcée et c'est un an plus tard que j'ai lancé mon premier fonds externe. D'accord. Et donc pendant cette période de démarrage où finalement le premier deal a été donc, quand même très important et finalement réussi, donc parfait pour commencer, comment ça s'est passé pendant les 3-4 années suivantes où bon, finalement on a eu un qui marche, deux qui marchent. Est-ce que tu peux nous donner d'autres noms de boîtes sur lesquelles qui ont bien fonctionné pendant cette période où finalement les investissements de départ n'étaient pas très importants, mais au final, c'était des bons investissements quand même? Oui, tout n'a pas marché, qu'on soit clair. C'est-à-dire que dans les 3 premières années, j'ai fait 24 investissements. La performance globale de ce pool de capital, c'est plus de 10 fois la mise. Donc, on ne va pas se plaindre. Mais en gros, j'ai perdu un tiers des boîtes. Genre, mon premier investissement Truveo a fait 17 fois la mise. Mon deuxième investissement, Fitster, qui était un search engine pour les flux RSS, a cramé $40 000 et n'a rien donné. Donc en gros, le premier c'était un gros succès, le deuxième c'était une catastrophe. Mais ce qui est intéressant avec Fitster, c'est que c'était un deal qui était profil, grâce auquel j'ai connu énormément d'angels qui sont devenus des VC, qui sont aujourd'hui encore des collègues à moi. Et donc, la façon dont je le vois, c'est que j'ai cramé $40 000 en termes d'investissement, mais c'était une très bonne dépense de marketing. D'autres boîtes qui ont bien marché, Userplane, c'est une boîte qui a eu en fait pas énormément de succès au niveau international, mais qui avait bien marché au niveau US, assez vendu très tôt. Elle a été rachetée pour 35 millions de dollars par AOL. C'est pas énorme, mais encore une fois, mais comme j'avais un bon pourcentage de la boîte, ça m'a retourné plusieurs millions de dollars, et donc ça m'a permis de continuer la croissance en fait des SoftTech. J'ai investi dans Mint en 2006, c'est une des startups phares du Web 2.0 qui a été rachetée par Intuit pour 180 millions de dollars. Plus que le montant pour lequel ils ont été rachetés, c'était une des premières boîtes dans le monde de la fintech qui a convaincu des utilisateurs de donner le mot de passe de votre compte bancaire, et c'était quelque chose qui était perçu comme étant très difficile, mais c'est la boîte qui a réussi, donc c'est devenu en gros une boîte assez phare dans le domaine. Et puis après, j'en ai fait plein d'autres récemment. Une boîte dans laquelle j'avais investi qui s'appelle Brightwall, qui est un ad network, un réseau de ad network pour la vidéo, a été racheté par Yahoo pour 620 millions de dollars. Donc c'était une très très belle sortie. Celle-là, j'ai fait 53 fois la mise, je crois, un truc comme ça. Donc en gros, c'est un ensemble ça a été 3 ans que j'ai passé à
à faire des investissements perso. Certains ont pas marché, d'autres ont été des cratères totaux. Et puis, comme tout dans le VC, j'ai quelques deals qui ont retourné tellement d'argent que, en gros, ça a généré le gros de la performance du fonds. Et en 2007, j'ai donc 3-4 ans plus tard, j'étais à un point où j'étais un des angels qui était assez souvent amené dans les deals, et donc le deal flow n'était pas un problème. J'avais commencé à construire une réputation, j'avais une marque, c'est-à-dire que en 2004, j'avais lancé un des premiers blogs aux États-Unis, et ça a été très très utile pour créer ma propre position dans les médias. Et puis en 2007, j'ai fait le passage de Business Angel à VC en levant mon propre fonds. D'accord. Et est-ce que cette partie de Business Angel, est-ce que tu penses que ça, t'aurais pu le faire en France? Non. Non, parce que tu as besoin, enfin, je sais pas, parce que, enfin, dans la vallée, il y a toujours une volonté de prendre du risque et de éventuellement cramer ton propre argent pour aider d'autres entrepreneurs en ayant en fait, en gros l'approche que j'ai eue qui est je prends pas de job, j'ai pas de job pendant un an et je crame 250 000 $ pour voir si je peux créer des boîtes intéressantes. C'est une approche qui aurait été super risquée en France et je pense qu'il y aurait eu une pression de la famille qui aurait été insoutenable pour aller prendre un job et faire autre chose. Je me rappelle quand j'ai dit à mon père que j'allais être entrepreneur, que j'allais travailler avec une start-up, il me dit mais je comprends pas, tu as toujours des bonnes notes. Et cette image qu'il avait, c'était à l'époque, c'était il y a 25 ans. Et mon père est un entrepreneur en bâtiment, donc pour lui le monde de la start-up, il n'a jamais trop compris. Et donc la notion de je fais une start-up, je suis entrepreneur, c'est j'arrive pas à trouver un job, donc je crée le mien. Et je pense que ce que j'ai fait, donc les 15 ans que j'ai passé dans la vallée et les 11 ans de Softec, n'aurait pas vraiment pu se passer en France il y a 11 ans. Aujourd'hui, si je devais démarrer, peut-être, pourquoi pas, le monde a changé, l'écosystème s'est construit, mais j'ai réussi parce que j'ai rejoint un écosystème qui était naissant, mais qui était déjà vibrant, où il y avait un modèle qui fonctionnait. On n'a pas inventé le venture capital, on a réinventé le venture capital appliqué aux startups qui n'avaient pas besoin de beaucoup d'argent. Donc ça, c'est ce qu'on a fait. Ça, j'aurais pas pu le faire en France. Bon, justement, là, on parle un peu des différences entre la France. Est-ce que, là, depuis bientôt un an, un peu plus d'un an, tu as dû suivre quand même qu'en France, on a lancé la French Tech pour valoriser et en tout cas permettre à un maximum de startups françaises de se faire connaître à l'international, aussi de faire venir des talents en France dans le domaine du numérique. Qu'est-ce que tu penses de cette initiative? Oui, je pense que ce sont des développements qui sont très positifs. J'ai rencontré les gens de la French Tech, je suis en train de travailler sur un projet avec eux dont je peux pas parler, mais bon, en gros, j'ai mis au courant de ce qui s'est fait et de ce qui est en train de se faire, et je pense que tout ça c'est super positif. Le côté Entrepreneur's Visa, donc le visa pour les entrepreneurs, c'est une super idée, c'est quelque chose sur lequel on travaille depuis presque 5 ans aux États-Unis, on n'a toujours pas réussi à le faire passer, parce que aux États-Unis, tout le monde est d'accord que le visa pour les entrepreneurs, ça a du sens, mais ils veulent essayer de créer une solution qui soit tout en un, qui traite aussi les immigrés qui n'ont pas de papier, il y en a des millions, et là vient le problème. Donc, Student Visa, Entrepreneur's Visa, c'est une super idée. Essayer de simplifier les règles au niveau légal pour que ce soit beaucoup plus simple de faire une boîte, super. Au niveau taxes, machin, je ne sais pas si ça va être super efficace. Pour moi, le truc qui fait encore hésiter en fait les investisseurs américains de venir en France, c'est le côté régulation, c'est-à-dire est-ce que l'État va mettre son nez dans tes affaires, et l'histoire d'Dailymotion a fait un mal énorme au monde de la start-up parce que les Américains ont dit ok, boîte française qui veut se vendre à Dailymotion, l'État dit non, donc ça veut dire que si jamais j'investis en France, je peux pas vendre ma boîte. Donc ça déjà, c'est un gros problème. Et puis après, c'est le problème de la flexibilité de l'emploi où aux États-Unis, tu as l'habitude
verre d'eau. Le verre d'eau. Aux États-Unis, on a l'habitude de pouvoir donc, augmenter très très rapidement la taille des boîtes, passer de 5 à 10 à 20 à 50 à 100 employés super rapidement, parce qu'on peut passer de 100 à 50 à 20 à 10 à la même vitesse. Et ça, c'est quelque chose dont les VC ont l'habitude, et pas avoir cette même flexibilité, même si je sais que des efforts ont été faits, de ce côté-là, on verra s'ils sont convaincus. Je pense que pour moi, la bonne nouvelle, c'est que, il y a des startups en France, maintenant, comme Criteo, comme Blablacar, comme Sigfox, qui ont attiré des tours qui ont été publics, qui ont attiré des tours d'une centaine de millions, avec une participation de beaucoup de VC américains. Je pense que aujourd'hui, investir en Europe, c'est pas aussi impossible que ça l'était il y a 3-4 ans. Je pense qu'il y a quand même beaucoup de progrès qui ont été faits. La grosse question, c'est est-ce qu'on a maintenant des boîtes françaises ou européennes qui ont la même ambition que les boîtes américaines, où en fait ici, les mecs veulent en gros créer des boîtes qui sont globales, qui commencent aux États-Unis, mais qui ont en fait un impact global. Et c'est pas évident que cette prise de risque, cette volonté de prise de risque soit similaire dans les entrepreneurs européens. Mais je pense qu'il y a eu beaucoup de progrès qui se sont faits, et ce qui me rassure, c'est que j'ai entendu des statistiques où maintenant une forte majorité des promos de grandes écoles regardent aussi l'entrepreneuriat comme une option plutôt que de rejoindre les grands corps de l'État. Et là, tu disais que les entrepreneurs finalement européens n'avaient peut-être pas cette vision dès le départ de leur création d'entreprise, en une vision, un service global, quoi. Tu penses que ça vient d'où, ça? Je pense qu'il y a plusieurs. Pour être honnête, ça fait une quinzaine d'années que je suis parti de l'Europe, donc je passe je passe 2 semaines en France par an, etc. Donc je peux pas dire que je passe suffisamment de temps avec beaucoup d'entrepreneurs pour avoir une vision très claire de leur mentalité et de leurs intérêts. Je dirais qu'il y a plusieurs choses. C'est l'impact de l'échec. Jusque récemment était beaucoup plus important en Europe. Ça voulait vraiment dire quelque chose de se planter. Je me rappelle, en fait, là, je vois les questions qu'on me posait donc des journalistes français au début, où je commençais à avoir des interviews, où c'était, mais si vous étiez planté, qu'est-ce qui serait passé? Et la réponse, c'est j'aurais autre chose, c'est pas grave. Mais cette notion de c'est pas grave n'existe pas dans la culture européenne, dans l'environnement social dans lequel, en tout cas, j'ai commencé. Le deuxième, c'est, je pense que c'est difficile d'avoir des ambitions globales sans avoir des modèles qui l'ont fait. Et donc, jusque récemment, il y avait très peu de boîtes qui... tu vois, là, Criteo, c'est une des premières boîtes auxquelles je peux penser qui, récemment, a commencé en France, s'est développée en Europe, s'est développée aux US, et a été sur les marchés publics aux US. Donc, parce que Criteo est arrivé, parce que les fondateurs de Criteo, maintenant, peuvent investir en tant qu'angel, rejoindre les boards d'autres startups, il y a des gens qui sont là pour vous aider à le faire, pour faire du mentoring et pour en gros montrer le chemin. Et je pense que plus ça va aller, plus il va y en avoir, et plus il va y en avoir, plus ce sera facile. D'accord. Là, devant toi, tu as pas mal d'entrepreneurs, des gens qui ont déjà monté leur start-up. Il y en a d'autres qui peut-être y réfléchissent et qui sont en cours de développement. Quel conseil tu peux leur donner si tu en es? Je pense que c'est essayer de s'entourer de cofondateurs et d'employés qui sont comme on dit world class, donc des gens qui sont vraiment très 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 bons, parce que c'est vraiment des équipes super fortes qui ont la capacité en fait à développer des produits et de les amener donc à un niveau de maturité dans leurs marchés locaux et ensuite globaux. Sans ça en fait c'est juste trop difficile. Faire monter une boîte c'est tellement difficile qu'on veut vraiment mettre tous les appuis de leur côté, donc amener des gens qui sont vraiment très très bons, voire exceptionnels, et avoir
une intransigeance absolue sur la qualité des gens qui vous rejoignent. Je pense que c'est une première chose. On dit souvent que c'est tellement difficile de créer une boîte, autant essayer d'avoir beaucoup d'ambition. Donc, entre créer une boîte qui n'a pas beaucoup d'ambition et une boîte qui a beaucoup d'ambition, c'est pas parce qu'on n'a pas beaucoup d'ambition que c'est plus facile. Donc, essayer de voir comment quelque chose peut avoir vraiment un gros impact et un gros potentiel, et ensuite aller en arrière pour commencer au niveau français, ensuite voir le lancement européen, voir ce que ça veut dire de partir aux États-Unis ou de se lancer aux États-Unis, de manière à créer une boîte qui peut avoir de l'envergure. Je voulais juste mentionner que une boîte comme BlaBlaCar prouve qu'on n'a pas besoin de venir aux États-Unis. C'est-à-dire qu'on peut très bien créer une boîte qui a énormément de valeur au niveau européen, donc le passage obligé aux États-Unis n'existe pas. La grosse question, c'est est-ce qu'il y a un leader aux États-Unis qui risque de venir sur notre marché? Et je pense que BlaBlaCar de ce côté-là, il n'y a pas de risque, en tout cas pour le moment. Donc, c'est essayer de voir quelle est votre ambition, quelle est votre passion, s'entourer de gens qui sont vraiment très très bons, et ensuite essayer de trouver, et c'est ça je sais un des soucis pour les entrepreneurs français, essayer de trouver les investisseurs qui ont la même ambition. Parce que souvent j'ai vu que même si l'entrepreneur a de l'ambition, les VC français ont tendance à avoir en gros une certaine peur de perdre leur investissement et vont essayer de limiter les ambitions de l'entrepreneur, ce qui n'est clairement pas super utile. Ok. Écoute, on va terminer en parlant un peu de ta boîte Softech VC, avec des chiffres un peu, parce que c'est important. Donc, est-ce que tu peux, par exemple, nous donner déjà la taille de ton fonds? Oui. Donc, le premier fonds que j'ai levé en 2007 faisait 15 millions. Le deuxième fonds qu'on a levé en 2010-2011 faisait 55 millions. Et le dernier fonds qu'on a levé donc l'année dernière fait 85 millions. Donc, c'est un fonds de 85 millions. On fera 45 investissements sur 3 ans. En gros, on va voir entre 2500 et 3000 boîtes par an et on va investir dans 15. Donc, ça veut dire qu'on dit non à quasiment tout. On va investir en gros 750 000 $ en moyenne, donc entre 500 000 et 1,5 million par boîte, et on va réserver 2 fois la mise. Donc, si on investit 50 000 $, on va réserver 1,5 million pour investir dans les tours de financement suivants. 80% de nos investissements sont à San Francisco et dans la vallée, 10% est à New York, et le reste, en gros, c'est entre le Canada et Los Angeles. Ok. Donc, au début de ton aventure, tu avais eu le nez sur justement le web collaboratif, quoi. Actuellement, qu'est-ce qui te chauffe? En gros, on est passé du B2C au B2B. Donc, 80% de nos investissements maintenant, c'est dans le software as a service, c'est le cloud, c'est l'infrastructure mobile, c'est le cloud vertical. Je continue à faire pas mal d'investissements dans le monde des objets connectés. Donc, j'étais le premier investisseur dans Fitbit il y a 7 ans, et donc j'ai continué à faire pas mal de dans le domaine. On aime beaucoup les places de marché, donc ça, on continue à en faire beaucoup. Mais je dirais les services purs consommateurs tels qu'on faisait il y a une dizaine d'années, on n'en fait plus, parce qu'en fait, c'est très très difficile. C'est un peu comme Hollywood, quoi. C'est si tu as de la chance, tu trouves un truc qui va avoir du succès, mais quand tu le regardes, il n'y a aucune façon de savoir. Donc en gros, c'est un peu de la roulette russe, et c'est pas une stratégie d'investissement que j'aime beaucoup. Donc on est passé sur des choses qui sont beaucoup plus moins excitantes potentiellement, parce que bon, des fois le SaaS vertical c'est vraiment chiant, mais en tout cas c'est des marchés qui sont énormes, et tous les verticaux de l'économie sont en train d'être soit disruptés, soit révolutionnés par l'introduction de bouts de soft. Et donc on essaie de trouver en fait ces différents marchés et ces opportunités. Ok. Et justement, tu penses pas que tu vas là, tu disais un peu c'était un peu moins fun. Est-ce que ce côté-là un peu comment dirais-je, fun sur à investir sur des entreprises un peu où on joue au poker mais pas loin, est-ce que c'est quelque chose qui va pas te manquer, ou finalement toi
toi, maintenant, l'objectif, c'est vraiment d'assurer la rentabilité de la chose et bon, la prise de risque sur des produits un peu particuliers, c'est un peu mis de côté. Non, bah on prend toujours énormément de risques. Tu sais, on sait très bien que la règle des tiers, c'est-à-dire on va investir en 45 boîtes, 15 boîtes vont se planter dans le mur et vont retourner absolument zéro. 15 boîtes vont retourner en gros l'argent qu'on a investi, et donc on s'en fout. Et 15 boîtes vont générer la quasi-totalité des profits du fonds, et dans ces 15 boîtes, 2 ou 3 retourneront le fonds plusieurs fois. Donc, en gros, pour nous, et ce qui est toujours super intéressant, c'est que même au bout de 3 ou 4 ans dans la vie d'un fonds, tu ne sais pas quelles sont les 2 ou 3 boîtes qui retourneront le fonds. C'est-à-dire que des boîtes peuvent partir super rapidement et exploser en vol, des boîtes peuvent prendre du temps pour décoller mais deviennent super solides. Et donc, on sait jamais, en gros, on sait qu'il y a des boîtes qui vont nous faire beaucoup d'argent, mais on ne sait pas lesquelles, quoi. Et pour ton point sur le fun et l'intérêt, bah, je pense qu'au début, c'était super rigolo de créer des services Internet qui avaient des millions d'utilisateurs. Je pense qu'aujourd'hui, je suis un peu plus... j'ai 10 ans de plus que quand je me suis lancé. Et je pense que maintenant, ce qui m'intéresse plus, c'est de laisser une espèce de legacy de boîtes qui auront un impact positif sur le monde. Aujourd'hui, en ce moment, je suis en train de faire une due diligence sur 2 petits jeunes du MIT, donc à Boston, qui ont créé une solution de rechargement de téléphones et de devices sans fil, basé sur de l'induction magnétique. C'est super rigolo. Simplement, c'est un autre type de rigolo. Récemment, j'ai pas mal investi dans le consumer healthcare, donc des objets connectés appliqués au monde médical. C'est une application où on va t'envoyer du courant dans le cerveau pour augmenter l'efficacité de ta mémoire. L'autre, c'est un détecteur d'allergènes dans la bouffe. C'est aussi des trucs qui sont super compliqués, mais super rigolos. C'est juste une question de qu'est-ce qui t'intéresse. Pour moi, c'est essayer de trouver des entrepreneurs qui ont une vision très particulière du futur du monde et de travailler avec eux pour essayer de réaliser ce futur. Et c'est pour ça que tous les matins, je me lève après avoir dormi 3 ou 4 heures la nuit précédente, parce que j'ai bossé comme un chien, j'ai bossé jusqu'à 3 heures, pour essayer de réaliser ces rêves. D'accord. Ok, bah écoute, merci Jeff pour toute cette présentation un peu et ta vision aussi des choses, l'investissement. On va arriver aux questions-réponses. Alors, il y a peut-être un autre micro. Il est là, super. Oui, d'accord. Bah, écoute. On va utiliser le micro, normalement ça devrait être bon avec le micro. Bonsoir. Ça va, vous m'entendez? Vous êtes un peu loin, mais bon, ça va. D'accord. Bon, au pire, je répétera. Donc je peux parler aussi un peu plus fort, peut-être que ça passe mieux comme ça. Ok. D'accord. Bon, désolé pour ceux qui sont à la salle, du coup. Oui, c'était juste pour mieux comprendre, du coup, on est passé plutôt sur des tickets entre 500 et 1,5 million. Du coup, la maturité des sociétés que tu cherches aujourd'hui est peut-être aussi un peu plus avancée? Oui, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, en tout cas dans la vallée, il y a énormément d'activités, aussi bien au niveau start-up qu'au niveau financement. Quand je me suis lancé, il y avait une vingtaine d'individus, après il y avait quelques fonds. Aujourd'hui, il y a 250 fonds qui ont été levés, à peu près 4 milliards de dollars, et maintenant prêts à financer donc, l'early stage dans la vallée. Et donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que les taux de financement sont beaucoup plus gros. Quand je me suis lancé, les taux de financement, ça pouvait être 250, 500, 1 million. 1 million, c'était déjà beaucoup. Aujourd'hui, un taux de financement typique Softec, c'est entre 2 et 3 millions de dollars. Et nous, on va faire, c'est ça, entre 750 000 et 1,5 million de ce taux de 2 ou 3 millions. Donc, le marché, c'est vraiment déployé. Et clairement, les valos ont suivi. C'est-à-dire qu'au tout début, quand j'investissais dans une boîte, c'était à 2-3 millions de pré-monnaie. Aujourd'hui, la plupart des boîtes dans lesquelles on investit, c'est plutôt 6, 7, 8. Donc ça veut dire que les entrepreneurs ont à peu près la même dilution pour un montant d'argent qui a doublé ou triplé. Et du coup, à maturité équivalente au même stade de développement de la société? Ça dépend.
je pense qu'effectivement, quand nous on met un tour de 2 ou 3 millions en place, la boîte ça va être quoi? Ça va être l'équipe de fondateurs, donc 2 ou 3 Pékins, typiquement deux techniques et un business produit. Ça va être 2 ou 3 ingénieurs. On va avoir un produit que l'on peut regarder, soit quelques clients qu'on peut interviewer, soit des utilisateurs, on va pouvoir regarder un peu de stats. Donc c'est vrai que entre le Degus et un PowerPoint que je ne fais plus du tout, en fait, il y a une nouvelle catégorie dans le monde du seed, dans la vallée qu'on appelle pre-seed. Donc en gros, des petits fonds qui vont investir 200, 300, 500 000 dollars. Derrière, Degus a un PowerPoint. Et nous, derrière, on investit dans cette boîte-là 6 mois plus tard. Donc on essaie en fait de gérer notre risque, et étant donné le nombre de boîtes que l'on va voir, comme je le disais, on voit entre 500 et 750 boîtes par trimestre, et on va investir entre 3 et 5 fois. Donc ça veut dire qu'on doit trouver des raisons pour dire non, et ça va être souvent assez trop tôt pour nous. Ok, merci. Avec plaisir. Une autre question. Attends, on a terminé le micro. Non, mais c'est bien que ce soit toi qui la pose. Bonsoir. Est-ce qu'il y a une méthode industrielle pour choisir 40 ou 50 boîtes parmi 5000? Je suis désolé, j'ai pas entendu la question. Est-ce qu'il y a une méthode industrielle pour choisir 40 ou 50 boîtes parmi 5000? Parce que vous avez 5000 dossiers à étudier. En fait, Parce que c'est du bif. C'est beaucoup d'expérience, c'est-à-dire que au fur et à mesure qu'on perd de l'argent, on apprend beaucoup de choses. Donc j'ai fait 165 investissements sur les 11 années passées. Donc en gros, j'ai fait 15 investissements par an, chaque année. Et au fur et à mesure, on développe un processus où on va analyser les fondateurs, le produit et sa différenciation, le marché dans lequel on essaie de se développer. On va regarder quelles sont les idées au niveau du marketing. On va regarder en fait une espèce de checklist. Et la meilleure façon de le représenter, c'est imaginer une bascule. Et dans la bascule, on va mettre des poids de différentes tailles. Il va y avoir un poids pour le profil de l'équipe, genre les bus que je suis en train de regarder là, sur cette opportunité de chargement wireless. C'est 2 bus du MIT qui sont exceptionnels, donc ils sont très très bons, donc ça veut dire qu'il y a un gros poids sur les fondateurs. Le produit est vraiment très sympa, c'est très tôt, mais il y a vraiment du potentiel, donc un autre poids. Et l'opportunité de marché, c'est ce qu'on est en train d'essayer de définir. Et en gros, au fur et à mesure où on met des poids sur la balance, à un moment, la balance va tilter et on va choisir d'investir. Mais je dirais qu'il y a 70% de data et 30% de gut feel. C'est-à-dire que je suis super excité par cette opportunité jusqu'à ce que je trouve quelque chose qui va faire que mon niveau d'enthousiasme va passer de 100 à 0. Et donc, in fine, c'est toute l'expérience que j'ai acquis en ayant des succès, mais en me plantant, que j'essaie d'utiliser pour décider. Mais une des choses qu'on rappelle tout le temps, c'est que quand on regarde les boîtes dans lesquelles j'ai pas investi, vous avez certaines des startups les plus de succès. C'est-à-dire que j'ai passé sur Uber, j'ai passé sur LinkedIn, j'ai passé sur Pinterest, j'ai passé sur Airbnb, j'ai passé sur des tonnes de boîtes qui, si j'avais dit oui, je serais un des investisseurs qui a le plus de succès au monde. Mais toute personne dit oui à toutes les boîtes. Par définition, notre job, c'est de tout voir et après de prendre une décision basée sur des données qui sont limitées. Il y avait Amy qui posait la question, est-ce que tu as investi dans une start-up française? Il y a très très longtemps, j'ai investi avec Pierre Chapaz dans cette boîte qui s'appelait Wikio, qui est devenue TEDS. Donc ça, c'est la dernière boîte française que j'ai... Bon, j'ai investi dans des fondateurs français, donc j'ai investi en Loïc Lemer, Hubert Thiebaud chez Kers, Mathilde Collin chez Front, et les frères Nouzareth. Donc j'ai travaillé avec 5 ou 6 entrepreneurs français. Mais mon tout premier investissement que personne ne connaît en fait, c'était en 1987. J'avais mis de l'argent dans le premier distributeur de Next à Paris. Et j'avais mis 10 000 francs et j'ai récupéré
récupérer mes 10 000 francs parce que la boîte n'a pas marché, mais ils ont quand même réussi à nous rendre l'argent. Donc c'était quand j'étais encore étudiant, mon tout premier investissement dans une boîte française. Ok. Alors, est-ce qu'il y a une autre question? Il y a une micro. Est-ce que tu serais prêt à étudier des dossiers de start-up françaises ou pas du tout t'intéresser? Non, pas du tout. Et c'est pas les start-up françaises qu'on regarde pas si on regarde rien en Europe. C'est-à-dire qu'on est vraiment très très focalisé géographiquement. Nous, on s'est établi dans la vallée où on est un des investisseurs principaux ici. Et quand tu es ici, en fait, tu regardes. En gros, je regarde sur ma fenêtre. J'ai une dizaine de startups dans même pas 1 kilomètre de circonférence. Et en gros, c'est les boîtes que je peux aller voir sous 5 ou 10 minutes si jamais ils ont besoin. Investir en Europe, c'est trop difficile, hein, c'est trop loin. Et pour nous, on n'a pas, le réseau pour aider les boîtes, et 2, les capacités à attirer les meilleurs deals. Et si tu ne peux pas attirer les meilleurs deals, ça sert pas à grand-chose. Ce qu'on fait souvent, c'est d'investir dans des entrepreneurs européens qui ont bougé. Donc on a des Allemands, on a des Français, on a des Anglais, on a des Sud-Africains, on a des Chinois. Donc quand on fait quand on ramène des boîtes du portefeuille, c'est souvent la tour de Babel, ce qui est super sympa, mais on est vraiment très très focalisé géographiquement. Ok. Sur ta gauche. Non, la question c'est, en Europe, on a de plus en plus de startups studios qui se montent. Est-ce que c'est un phénomène qui arrive aux US ou est-ce que justement les boîtes se focalisent uniquement sur un monoproduit et développent ça et font changer ici? Ou est-ce que c'est des choses que vous souhaitez développer là-bas? J'ai pas compris le tout début. Qu'est-ce qui se monte en Europe? Les startups studios. Les startups studios. Non, il y en a énormément ici. Il y a Rocket Internet. C'est un startup studio qui existe depuis maintenant des années. Ils ont un modèle très très particulier qui est de copier en gros ce qui marche et de le développer dans d'autres pays. Mais par exemple, Uber est sorti du studio Expa. Il y a 2 ou 3 entrepreneurs qui ont eu pas mal de succès, qui ont monté leur propre studio. Donc l'idée c'est j'essaie de travailler sur plein d'idées et puis si une des idées fonctionne, c'est ce sur quoi on part. Nous, on n'investit pas dans les studios, on investit dans les startups individuelles parce que ce qui nous intéresse, c'est de travailler sur une équipe avec un marché très particulièrement identifié et un produit. Et donc, on va travailler avec certains studios pour dire, on regardera tout ce que vous faites. Mais c'est une source de deal flow comme d'autres, plutôt qu'une relation privilégiée pour nous. Mais d'un autre côté, je pense que là où il n'y a pas beaucoup d'écosystèmes et qu'il faut aider en fait les entrepreneurs avec un espèce de carcan d'infrastructure, des studios qui marchent bien en Europe, je pense que ça peut vraiment faciliter les choses. Parce que ici, dans la vallée, c'est super facile d'avoir de l'aide, du support, du soutien, d'autres entrepreneurs qui filent un coup de main, qui mentorent. Et ce tissu n'existe pas encore en Europe parce qu'il est en train de se développer. Donc je pense qu'un studio, ça peut être une approche intéressante. Ok. Est-ce qu'il y a une autre question? Là-bas, en haut. Oui, bonsoir. Est-ce qu'il y aurait un élément rédhibitoire qui fait que tu n'investis pas dans une boîte même si tous les autres éléments sont ouverts? Je pense que j'ai un exemple, on a passé une quinzaine de jours en due diligence, donc à faire beaucoup de meetings, à discuter avec des gens sur une boîte dans le domaine du quantified sleep, donc en gros un produit qui mesure la qualité de votre sommeil. On aimait beaucoup le produit, on aimait beaucoup le marché, mais on n'était pas sûr que l'équipe était capable l'équipe fondatrice n'avait pas les individus qui étaient capables d'amener la boîte du stade seed vers un Series A, parce qu'ils étaient bons, mais ils n'étaient
dossier, on a décidé de passer. Et donc c'est ça, c'est in fine, si on n'est pas convaincu que le fondateur ou l'équipe de fondateurs est capable de gérer les 2 années d'exécution qu'ils ont devant eux, ce sera typiquement un truc rédhibitoire. C'est pour ça en fait que j'ai passé sur Uber. C'est que Travis, que je connais très bien, qui est le CEO, à l'époque n'était pas le CEO. Les 2 fondateurs d'Uber ne travaillaient pas pour la boîte. Et le mec qui était soi-disant le general manager de Uber à l'époque, et on parle de juin 2010, hein, donc il y avait 2 voitures sur Uber à l'époque, ne m'a pas convaincu qu'il était capable de développer la boîte, et c'est pour ça que j'ai passé. Et objectivement, évidemment, je regrette parce que $100 000 dans le tour Uber à 4 millions de prêts en juin 2010, c'est à peu près $600 millions aujourd'hui. Donc évidemment, fois 6 000, on ne crache pas dedans. Mais la raison pour laquelle j'ai passé était la bonne. Je n'étais pas convaincu par le management, donc je passe. Très bien. On a encore une. Bonsoir. Intervention du fonds, est-ce que c'est du suivi, est-ce que c'est du conseil ou est-ce que ça peut aller jusqu'à l'ingérence? C'est une très bonne question. On fait toujours super attention de jamais aller dans l'ingérence. C'est-à-dire qu'on est là pour aider nos entrepreneurs. On fait tout ce que l'on peut dans notre pouvoir pour les aider à trouver des ingénieurs, trouver un VP Sales, avoir des opportunités de business, etc., etc. Et puis on leur donne des conseils parce que eux, ils sont focalisés sur une boîte. Des fois, ce sont des entrepreneurs qui le font pour la première fois. J'ai des entrepreneurs qui ont 22, 23 ans, donc ils n'ont pas énormément d'expérience. Et donc, on essaie de leur donner un point de vue, un accès en quelque sorte à notre expérience de toutes ces boîtes qu'on a vues se développer, donc 165 dans mon cas, en disant, bah voilà, dans telle situation, voilà ce qui s'est passé, dans telle situation, voilà ce qui s'est passé, et donc, voilà les quelques options que tu as. Et des fois, on fera une recommandation. Mais jamais on doit dire, voilà ce que tu dois faire. Parce que c'est pas notre métier. Et si jamais on a le feeling qu'on fera un meilleur boulot que le CEO qui est en place, ça veut dire que, 1, on s'est planté avec l'investissement parce que ça devrait jamais arriver. Et 2, on fait pas notre job correctement. Ok. Bon, bah écoute, là je crois qu'on arrive à la fin de la session questions-réponses, ou à moins que on ait encore. Bah si, on en est encore plein en fait. Est-ce que tu es là encore pendant. Combien de minutes il te reste? Une petite dernière. Allez. Une petite dernière, allez. Est-ce qu'il y a quelque chose qui vous particulièrement dans le monde? Est-ce que tu pourrais répéter parce que je n'ai pas entendu la question? Est-ce qu'il y a quelque chose dans le monde des VC que tu détestes? Est-ce que j'ai quelque chose dans le monde du VC que je déteste? Bon, je pense que c'est le monde du VC, et comme tout, a un peu ses excès. Donc il y a des VC qui, des fois, ont tendance à se prendre pour des vatulus, qui sont vénérés comme des quasi-célébrités. Et en fait, notre job, c'est... aujourd'hui, il y a un peu un culte derrière la personnalité de certains VC qui ont eu beaucoup de succès. Clairement, quand on a retourné plusieurs milliards de dollars à ces investisseurs, ça veut dire qu'on a réussi en tant que VC, mais on doit toujours rester modeste et un petit peu dans l'ombre parce que les vrais stars, ce sont les entrepreneurs. Et donc, c'est un côté un peu énervant, mais bon, c'est comme tout, quand il y a des gens qui ont du succès, ils le font savoir. Donc, Avec. Eh bien, écoute. Ouais, non, mais là, je crois que c'est time. Merci, Jeff, en tout cas, pour ton intervention ce soir au Bill Show. merci à tous pour votre temps et merci, Carole, pour cette opportunité. Merci à vous. Bonne continuation.